Bonsoir, merci de nous suivre jusqu'au deuxième étage pour cette rencontre qui est pour nous, je dirais aussi un moment tout simplement de réflexion sur des questions. Je voulais tout d'abord remercier ceux qui ont permis ces 2 jours et ces moyens tout à fait exceptionnels qui ont été mis à la disposition. Je pense au Collège du Bernardin, à Véronique de Boissaison et toute l'équipe qui l'a accompagnée, elle aussi, dans quelque chose qui est tout de même très difficile à monter, à mon assistant Pablo Sanchez-Ruiz, à l'ensemble Balcon, aux solistes qui sont là, des éminents solistes, c'est-à-dire Alain Planez et Pierre Entaille, avec qui ce n'est pas la première fois que nous avons partagé une soirée de la sorte, et l'ensemble Balcon, et à mon confrère et interprète Bruno Montovani, jeune compositeur et très grand musicien, qui a accepté ce soir de nous rejoindre, et qui est, en fin de compte, si je peux me permettre, à la fois dans le domaine vraiment, et j'en dirai un mot après sur Jean-Luc Plouvier, mais pour dire que Bruno, j'ai tenu à ce qu'il soit là parce que, évidemment, c'est un interprète, c'est un grand compositeur, mais j'ai gardé un souvenir, je dirais, à la fois terrifiant et admiratif sur la manière dont il a un jour saqué une de mes candidates qui passait un concours dans le domaine du baroque, avec une précision qui était sans pitié. Et alors, il y a quelqu'un qui a aussi accepté de venir ce soir spécialement, c'est Jean-Luc Plouvier, avec qui j'ai très très grand pianiste, claviériste, directeur d'un ensemble qui a quelque chose de l'esprit du Balcon, je dirais, me semble, certainement. Quelque chose dans le décloisonnement des genres aussi, et avec qui j'ai monté mon opéra La Métamorphose, et avec qui d'ailleurs nous allons je crois, continuer à prospecter dans le domaine du clavier dans les temps à venir. Dire que il y a là, dans ces 2 jours, pour moi, j'ai revisité avec mes amis, j'ose le dire, les temps, et aussi, nous sommes là aussi pour imaginer ce qui pourrait se passer. Alors, ce que je voudrais ce soir, dans ce lieu du livre, aborder ce qui, peut-être pour un musicien, quelque chose de très crucial, et aussi quelque chose qui éventuellement peut être une forme de renoncement aussi, peut exister. C'est la question de la transmission. Et cette transmission, c'est bien sûr pour le musicien quelque chose de très névralgique, parce que les traditions de la transmission en Europe n'ont pas toujours été seulement celles de la tradition orale, elles ont été celles de l'écrit. Et le signe de l'écrit pour un musicien est quelque chose de particulièrement fragile, puisqu'il exige d'être déchiffré, et il peut être distinct, si je puis dire, tout de même du sens. Traduire un signe de l'écriture musicale et implique de pouvoir aussi savoir comment il sonne. Et par conséquent, cette question-là, j'aimerais qu'on l'aborde d'une manière, je dirais, très contemporaine. Je l'entends par là post-musicologique, c'est-à-dire la musicologie telle qu'elle a pu être magistralement développée à la fin du XXe siècle. Et c'était un peu, je crois, le dialogue que nous avions avec Pierre Entaille à travers sûrement ce qui nous sépare et en même temps ce sur quoi on a pu se retrouver. Et d'ailleurs, cette date a une charge pour moi énorme, puisque Gustave Leonhardt a disparu il y a 2 jours, et que ce qu'il laisse est magistral et toujours actuel. Mais la lecture des textes tels qu'ils nous ont été transmis et qui peuvent traverser différents champs sonores, je pense à Jean-Sébastien Bach, a pu être un centre
pour ces 2 jours pour réfléchir à cette question de la transmission, du déchiffrement du signe et aussi de savoir par quel message écrit peut passer la transmission de l'œuvre. Et ensuite, bien sûr, nous aborderons je crois que ça sera sans doute lié à la question de cette interface très, très particulière de la transmission qui est le clavier. C'est-à-dire une interface qui a plus de 11 siècles, qui a, je ne sais pas si le terme est approprié, mais presque une idéologie. C'est-à-dire que c'est un clavier à 2 niveaux qui est comme une sorte de trace de la main et de la morphologie, et qui a eu probablement, et ça je pense qu'on en parlera aussi ce soir, des incidences par sa structure même sur l'organisation du langage. Et ensuite, dans l'heure que nous avons décidé de partager ensemble, avec Jean-Luc Plouvier, il me sera intéressant d'évoquer comment ce même clavier a pu susciter autre chose que des échelles, soit toutes sortes d'échelles, des échelles tempérées, par exemple dans la métamorphose, mais je pense aussi à une expérience que j'ai eue assez extraordinaire avec une œuvre de François-Bernard Mach il y a quelques années, où ce clavier déclenchait des phonèmes, des langues, et pourtant c'était bien à ma virtuosité d'interprète que François-Bernard Mach, qui est présent ici, a fait appel quand il m'a confié une partition de clavier qui n'était plus des hauteurs tempérées. Voilà. Alors, je voudrais introduire la question. Après, je pense que chacun s'exprimera pour poser un fondement, en tout cas concernant l'expérience de l'interprétation de Bach. Bien entendu, dont j'ai évidemment essayé ici de montrer aussi la fin du baroque et le début du classicisme avec Beethoven et le pianoforte. C'est-à-dire comment se transmet par-delà les traités, les traditions, les règles, l'identité d'une œuvre, notamment de cette œuvre de Bach. Et en avançant quelque chose, en tout cas concernant ma propre expérience du travail d'interprète dans Bach, c'est comment la syntaxe tonale, les principes des fonctions, des hauteurs dans un langage musical, se situait, je dirais, comme une sorte de causalité première en ce qui concerne les règles de l'interprétation et de la transmission. Comme s'il y avait, c'est encore un terme que j'ai entendu chez François-Bernard Mach, d'une certaine manière, il y a un invariant, il y a quelque chose qui dépasse la notion du code transmis de manière orale, quelque chose qui est invariable et qu'un compositeur d'aujourd'hui peut envier ou bien auquel il faut qu'il renonce, qui permet de transmettre une identité de l'œuvre à travers le clavecin, le pianoforte ou le piano moderne. Voilà. Alors, je pense peut-être qu'on pourrait reprendre d'abord cela, si je peux me permettre, avec Pierre Antal, et reprendre d'abord le rythme de nos échanges qu'on a eus dans différents concerts qu'on a fait jusqu'à présent. D'ailleurs, j'aimerais éventuellement que peut-être tu parles de cette question des codes de transmission de ces préludes et fugues. Alors les codes. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Voilà, évidemment, les codes sont différents. Les codes représentent des choses différentes aussi pour nous, même culturellement aujourd'hui. Mais tout le monde sait, par exemple, ce que c'est que majeur, mineur, une gamme ascendante, comment on exprime la joie ou la tristesse, etc. Peut-être que ces codes, à l'époque de Bach, étaient beaucoup plus forts et ils étaient très variés. Et pour cette raison, on en parlait hier, il y a très peu d'indications dans les partitions à cette époque parce que les gens qui avaient accès à ces musiques étaient eux-mêmes suffisamment connaisseurs pour déceler justement ces différents signes
et comprendre comment jouer une musique à travers certains signes, sans avoir besoin, par exemple, d'une indication comme gaiement ou allegro, etc. Et par exemple, il y a Kieranberger, qui était un des derniers élèves de Bach, 20 ans après la mort de son maître, 1770, écrit qu'il regrette qu'à ce jour, cette science se soit déjà perdue. C'est-à-dire qu'il apprenait par son maître justement à comprendre le caractère d'une œuvre à travers différents signes dans l'écriture, différents symboles également, et rien qu'avec les chiffres indiqués sur les portées au début d'une partition, il savait le caractère d'une musique. Alors il faut réapprendre ces choses. On a perdu évidemment beaucoup d'indications que tout le monde connaissait à l'époque, mais on peut évidemment se renseigner et découvrir de multiples choses qui nous apprennent beaucoup évidemment aujourd'hui. Mais bon, la question, par exemple, bon, parlons de choses assez précises, par exemple, oui. Bon, c'est très précis, bien sûr. Dans les préludes des fugues, par exemple, que j'ai joué hier, la manière, par exemple, dans la fugue en la mineure du premier volume, qui est une fugue surdéveloppée, si je puis dire, et dont d'ailleurs la tentation, j'ai entendu beaucoup d'interprétations de cette fugue, hein, voilà, surdéveloppée, la tentation est évidemment de la voir, et bien sûr ce qu'elle est, comme une série sophistiquée, extrêmement complexe de renversements et de straits tout au long de l'œuvre. Très précisément, dans cette fugue, j'ai entendu des versions, j'ai entendu la tienne, notamment, qui est extrêmement ornementée, si je ne me trompe pas. J'ai entendu sur le disque, j'ai entendu ce que tu as fait. Dans cette fugue, alors, je me suis demandé, évidemment, en dehors du caractère, de l'identité du clavecin, c'est-à-dire qu'évidemment donne une force très spécifique qui laisserait à croire que ce serait une contre-vérité de la transcrire, enfin, ou de la jouer sur un piano moderne. Eh bien, en réalité, ce qui était le point névralgique, en fin de compte, qui est une transmission dont il y a, en fait, même si je perds le signe, le code, un code de tradition presque orale, de savoir que tel et tel chiffre ou telle et telle chose a telle et telle fonction. Dans ce sujet, il y a des phénomènes de liaison de fait avec deux doubles croches, une croche, deux doubles croches, une croche. Ces deux doubles croches, une croche, deux doubles croches, une croche, en réalité, ont un contre-sujet dont la syntaxe est des périodes par 4 croches qui part sur un demi-soupir avec un phénomène respiratoire. Et ensuite, dans ce même contre-sujet, le code d'entrée qui engage une sorte de liberté. Alors, est-ce une contre-vérité baroque ou pas? Mais si donc ça veut dire que ça serait la langue elle-même qui me guide, c'est qu'il y a une syncope et un demi-soupir. Je vois que Bruno a l'air d'être... Ça a l'air assez précis. Il entend ce que je dis. Bon, et en fait, compte, à partir du moment où je fais un accent sur la sensible, c'est-à-dire je parle d'une fonction d'une hauteur et qu'elle se résout sur la tonique, le rythme, ce que je veux dire, c'est que le langage, les fonctions guident presque la déclamation. Voilà, c'est une question que je pose. Hein. Je parle de cette expérience et bon, voilà. Que dois-je dire? La question se pose. Mais on analyse, enfin, je veux dire, moi-même j'analyse beaucoup comme un chasseur dans la forêt. Il y a des signes et les traces qui peuvent indiquer telle ou telle chose. Évidemment, on peut se tromper, mais la fugue dont tu parles est une fugue, oui, très complexe, mais pas, voilà. Mais justement pas resserrée. Enfin, oui. Il est possible aussi que ce soit une fugue pratiquement pas de jeunesse, mais je la trouve pas si complexe que ça, justement. Elle est très répétitive et magistrale. Mais si on la compare, par exemple, à la fugue en do mineur du deuxième livre
que j'ai joué hier, évidemment, où tout est tellement condensé, c'est évidemment pas le même travail. Je pense que pour lui, c'était une pièce qui est assez concertante, qui a quelque chose du style italien. Voilà, donc je pense pas que ça soit une pièce si complexe. Le thème lui-même est assez simple, rythmiquement, il est organisé de façon à être très organique et très vivant. Mais comme toujours, quand Bach cherche à écrire une œuvre assez longue et complexe, il choisit un thème qui est assez simple. Comme l'art de la fugue, évidemment. Qu'est-ce qu'on pense, Bruno? Parce que je voyais que tu réagissais. La dernière phrase me semble être la clé de tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre de complexité à trouver entre la microstructure et puis évidemment une forme à élaborer. Mais en fait, je pense que vous avez dit absolument la même chose avec des mots différents tous les deux. C'est-à-dire quand tu parlais de la complexité du contre-sujet des deux parties et surtout de la capacité de Bach à créer cette espèce de respiration, de cette chose qui est presque une strette en elle-même, alors qu'on n'est pas du tout dans cette, en tout cas dans le début de la fugue, dans cette perspective-là. Tu mets l'accent sur le fait qu'on ne peut développer des macrostructures à partir d'un petit matériau que si le matériau a une forme de neutralité, comme on pourrait très bien dire pour l'art de la fugue quelque part, ou pour les Goldberg, où finalement le thème n'est pas si compliqué que ça. Le thème est la basse, en fait. Oui, enfin, quand je dis le thème, c'est souvent, c'est presque beethovenien dans le sens de thème polyphonique, évidemment. Oui. Mais je pense qu'il faut revenir à une chose, à ta première question sur la transmission, et qui me paraît être aussi la question qui unifie un petit peu ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a écrire une idée musicale, alors je ne peux pas me mettre dans la tête de Jean-Sébastien Bach, mais je peux essayer de me mettre dans la mienne un petit peu, c'est forcément un acte de frustration. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que l'idée telle qu'on peut la rêver, telle qu'on peut l'entendre de façon intuitive, telle qu'on peut la ressentir, elle n'existe pas tant qu'on ne l'écrit pas sur le papier, évidemment, parce qu'il y a tout le potentiel de développement et puis la transmission à l'interprète. Et en même temps, quand on essaie de la formuler, on est obligé de l'appauvrir quelque part, de la synthétiser ou de lui donner une forme qui, elle, est transmissible, si je puis dire. Le gros problème, c'est qu'après, le travail de l'interprète, c'est finalement de partir de cette base, de ce noyau qui est une espèce de, je ne sais pas, de code pour retrouver la pensée initiale du compositeur. Donc, il y a ce travail d'interprétation qui est à la fois, oui, on a à la fois l'héritage aussi de tradition, et pour Jean-Sébastien Bach, avant les années 50 ou 60, on était quand même très loin de ce qui sont devenus maintenant des standards ou des canons, et encore que ça serait très difficile à définir aussi. Moi je me pose aussi la question que tu parlais de la mort de Léonard, et qui est une chose aussi, cette notion d'authenticité qui est finalement très relative, et qui est, enfin pour moi, pardon, mais qui n'est pas très importante finalement. Je veux dire, l'authenticité historique, parce que finalement, l'authenticité liée aussi au goût de chacun, au goût d'une époque, me paraît être quelque chose de tout à fait recevable et absolument pas vulgaire. Mais parce que justement, ce travail de réinterprétation qui est ancré dans une forme d'actualité esthétique, d'actualité de la pensée, est aussi finalement quelque chose, pour moi, de tout à fait justifiable. Parce que, de toute façon, le culte de la partition, et en ça je m'opposerais même à une certaine façon de vivre l'interprétation de la musique contemporaine, est quelque chose qui moi me terrifie un peu. Enfin, sinon je ferais uniquement la musique pour ordinateur si j'en étais là. Mais enfin, on a beaucoup travaillé ensemble avec Jean-Luc par exemple, mais j'aime bien aussi que finalement on essaie de se réapproprier l'idée musicale, et en plus ça me renvoie à ma propre ambiguïté dans l'écriture, parce que si finalement de la même partition on arrive à faire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'avais rêvé, ça pose la question de savoir ce qu'il faut prédéterminer ou pas dans l'écriture, qui est une vieille question très simple, hein, je veux dire. Des fois on écrit beaucoup et finalement il y a tellement d'informations qu'on tend plutôt vers le hasard pour l'interprète, parce qu'il y a tellement de choses à synthétiser qu'il fait ce qu'il peut, et des fois on écrit tellement simple qu'alors là on ouvre tellement les champs du possible qu'on peut avoir des versions tellement différentes. Et je pense que c'est aussi ce n'est que quand finalement, puisqu'on a un rapport tous les deux à l'interprétation, mais avant tout à l'écriture, je ne sais pas comment tu ressens ça toi quand tu t'attaques à Bach ou à Beethoven, mais finalement on essaie finalement de retrouver le processus idéal dont on rêverait que tous les interprètes adoptent par rapport à notre propre travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vais en dire quelques mots. Ce que je voudrais savoir, c'est Alain qui a joué hier sur pianoforte du Bach. Et oui. Comment tu ressens cette... Eh bien, moi, je suis de l'avis de Francis Poulenc qui disait que le piano moderne défigure Bach. Ah bon. Et je me refuse à jouer Bach au piano parce que je trouve que le son du piano romantique actuel est tout à fait incompatible avec cette musique.
ne serait-ce que pour les ornements, qui au clavecin sont beaucoup plus légers à faire et ont une grâce naturelle, alors qu'au piano, ils deviennent lourds. Et je suis toujours scandalisé de voir que des grands pianistes jouent des toccatas de Bach sans aucun ornement, parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'il y avait énormément d'ornements sur beaucoup de notes. La preuve, il y a la grande toccata en sol majeur, il y a une partition, je crois, d'un élève de Bach, où il y a des mordants toutes les 2 doubles croches. Et alors, on entend des grands pianistes qui, alors évidemment, mettent beaucoup de faux sentiments, de romantisme, d'éléments qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec cette musique qui est très abstraite, mais en même temps très sensible, mais par l'abstraction. Par contre, Alain, vous ne pouvez pas passer au-dessus du fait que l'offrande musicale, par exemple, est écrite sans indication d'instrument. Oui. Donc, oui. Ça reprend la dimension de l'interprétable et du solfège. Il y a une dimension non idiomatique, non destinée à l'instrument dans la musique baroque. Ça veut dire que toute une interprétation est possible sur tout instrument. Oui, bien sûr, mais pas sur mais c'est possible sur un instrument de l'époque, mais pas sur un instrument de notre époque. 2 fois, je crois. Ouais. D'accord. Ce qui vous tourmente, j'ai choqué certaines personnes, je crois. Non, absolument pas. Non, mais bon, enfin, je suis prêt à. Et l'autre chose que je voulais dire au sujet de la partition et de la tradition, puisqu'on a parlé de la tradition, je voudrais citer Gustave Mahler qui disait « tradition, trahison », et tout est écrit dans la partition, sauf l'essentiel. Bien sûr, ce n'est qu'un script. Oui. Donc la fidélité au texte n'est pas la fidélité à la partition, à ce qui est écrit. C'est la fidélité à ce qui est derrière. Il faut essayer de comprendre, évidemment, la pensée du compositeur. Qu'en pense Maxime, qui se tait? Non, en fait, pardon, en fait, je me sens pas très concerné par ce que vous dites. Par ce débat. Non, mais pardon, moi j'ai terminé en fait mes études il y a 2 ans, donc je suis assez jeune dans le monde de la musique professionnelle, mais je crois que pour quelqu'un qui a grandi en connaissant Glenn Gould, Boulez, Gardiner, Harnoncourt, et en ayant grandi en écoutant ces disques-là, pour moi la question s'est jamais posée, la question de l'authenticité, la question du texte. La question du texte, elle se pose, mais elle se pose plutôt dans le terme de qui parle. J'ai l'impression que vous dans les réponses que vous formulez chacun, vous êtes juste en train de poser la même question qui dit quand on est face à un texte, qui parle? Est-ce que c'est le compositeur? Est-ce que c'est le langage, comme disait Michael, en parlant des fonctions tonales, qui parle pour le? Est-ce que c'est la notation? Est-ce que c'est ces questions-là elles se posent depuis longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprètes qui y ont déjà répondu plus concrètement qu'en en parlant, quoi, en jouant la musique, tout simplement. Donc, juste pour parler un peu de mon expérience personnelle à ce niveau-là, moi, je me sens absolument je préfère décontextualiser complètement un texte quand je suis face à lui, parce que là, je pense que considérer que c'est la langue qui parle, comme disait Michael quand Bach, quand vous disiez que Bach, vous parliez des fonctions tonales, de la sensibilité, tout ça. Quand on connaît la musique de Gesualdo, si on connaît que la musique de Gesualdo, Monteverdi et Marenzio, et qu'on joue du Bach, on n'aura jamais cette vision-là de la musique, comme je pense que si on connaît uniquement le langage de Brahms, Schumann et Beethoven, on ne joue pas Bach de la même manière. Donc je pense que la contextualisation du langage a beaucoup de défauts. Je pense que la recherche d'une authenticité a beaucoup de défauts aussi. Moi, je vous donne un exemple simple dont on a discuté cet après-midi avec Michael. Je vais jouer Renard de Stravinsky très bientôt. C'est une pièce dans laquelle il faut un cymbalum. Voilà. J'ai déjà entendu souvent la pièce avec un cymbalum authentique, c'est-à-dire le cymbalum qui avait été utilisé pour la création de Renard. C'est très souvent fait. Et en fait, on se retrouve très souvent avec un cymbalum
très propre, avec quelqu'un qui sait très très bien en jouer, puisque c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, c'est quelqu'un qui est aussi un musicologue pour pouvoir jouer du cymbalum authentique et tout. Et on se retrouve avec quelque chose de très propre, de très alors que Stravinsky met du cymbalum pour que voilà, c'est les gitans là, c'est la foire quoi. Donc moi je préfère mettre dans ce cas-là un piano clouté, mettre n'importe quoi dans le piano, que ça braille, que ça soit vraiment vraiment ça quoi. La foire. Donc, et là, dans ce cas-là, pour moi, c'est ni les fonctions, ni la notation, ni l'authenticité, ni la musicologie qui parlent. Quoi. C'est autre chose. Je sais pas trop, j'ai pas trop de réponse, mais je ressens ça très très différemment. Oui, j'ai juste fait la remarque que c'est parce vous avez prononcé plusieurs fois ce mot. Authenticité. J'allais y penser. Il faudrait arrêter. Qui sonne comme un reproche. Ça n'a absolument aucun sens. Personne ne peut prétendre à l'authenticité. Il y a simplement que tu parlais de musique qui ont 50 ans, pour lesquelles on a des enregistrements du compositeur. Je joue des musiques qui ont 300 ans ou plus. Et que cette question de l'interprétation de ces musiques si anciennes, c'est un problème qui est lié à notre époque. C'est-à-dire on ne s'est jamais intéressé de cette manière à l'art du passé. Jamais. Et on doit jouer des musiques qui sont trop éloignées de nous. Et donc tout ce courant musicologique, appelez-le comme vous voulez, il était nécessaire à un certain moment. On s'éloignait beaucoup trop. Non pas de la tradition, parce que la tradition était perdue, mais s'éloignait tout simplement de la signification de ces musiques. Bon, cette question d'authenticité est revenue. Puis il y avait tout à l'heure, j'ai pas répondu. Bruno m'a regardé et m'a posé une question sur la question de la relation interprète-compositeur par rapport à un texte. C'est bien oui, ça, et puis comment toi tu vis la chose quand tu joues la musique d'autres compositeurs. Alors d'une part, parce que c'est clair que je pensais pas. Je vois le temps comme il tourne et je ne pensais pas simplement reprendre ce soir la question de l'authenticité de Bach comme le cœur de la rencontre. Je reviendrai au clavier. J'entends tout de même d'une manière intéressante. Bon, c'était très intéressant d'entendre Alain parce qu'il a dit les choses très directement, indiquant qu'il y avait une sorte même de contre-vérité à prendre. Il a très bien expliqué d'ailleurs pourquoi on ne peut pas jouer sur un Steinway de concert du Bach. Bon, et alors on va pas. Ce n'est rien de personnel. Non, c'est pas du tout ça. Non, ou ça pourrait l'être, du moins, parce que c'est vrai que c'est un peu tout de même l'objet aussi de ces deux journées, d'une certaine manière. Non pas de savoir s'il faut jouer Bach sur Steinway, mais plutôt de savoir est-ce qu'une œuvre reste une œuvre quand elle change de corps sonore. C'est plutôt ça. Et est-ce qu'il y a un squelette? J'aime le squelette, j'entends qu'il va ressusciter à partir du moment où il sera habillé d'une autre peau que celle. Est-ce qu'il y a une âme dans le squelette? On va dire comme ça. Et alors, voilà, c'est très angoissant de savoir s'il y a une âme dans le squelette. Du moins, s'il y a eu une âme. Et alors, effectivement, donc, très techniquement, pour en revenir alors vraiment à cette question, oui, je pense que tout à fait d'accord concernant Bach lui-même. C'est évident que le poids du son change un sens. J'ai toujours tendance à penser, alors j'ai une conception, et on va en reparler notamment à propos du clavier, conception que l'écrit, ce qui est écrit, et une langue, certaines langues en tout cas, sont des langues qui peuvent être donc déchiffrées. Cette époque-là, en tout cas, ces langues-là. Je ne parle pas obligatoirement de la musique de Debussy sur clavecin, mais effectivement... parce que, pourquoi? Non, mais très précisément, parce que la fonction de la résonance est une écriture dans la musique de Debussy, par exemple. C'est très précis, c'est pas le fait qu'on va pas retrouver Debussy sur un clavecin, c'est que les paramètres d'écriture impliquent un certain type de résonance, de fusion. Il ne faut pas faire de la technique ici, trop. Mais, par contre, je considère qu'il y a dans cette musique, d'abord que le 19e siècle et le 20e siècle qui ont interprété cette musique ont été des temps absolument nécessaires de cette transmission, de cette écriture. Non pas des aberrations. Elles ont eu leur temps, elles peuvent le retrouver d'ailleurs. La question de la durée du son, de l'attente, également cette chose
cette contre-vérité, c'est-à-dire que le fait que le son, la polyphonie instrumentale de la fin du baroque est tout de même lié à des espaces réverbérants, et que effectivement le piano et son évolution au XIXe siècle intègre les phénomènes de sympathie et de réverbération, et par conséquent il pouvait y avoir dans toute l'histoire de l'avènement du piano, de la transmission de cet instrument, de ce corps sonore, une manière de relire des écritures et des syntaxes et des notations. C'est ça que je voulais dire. C'est pas de dire qu'on retrouve. Et par conséquent, alors, j'ai peut-être tort. Mais alors, maintenant, effectivement, pourquoi je pose cette question-là, et se pose la question de la composition et de l'interprétation, c'est que, effectivement, en tout cas personnellement, mais je pense que je ne suis pas le seul, je me retrouve souvent dans un imaginaire sonore d'aujourd'hui, où la notion du son, de son identité totalement personnelle d'un compositeur avec ce son et ses conséquences, comme un plasticien avec un matériau lui-même qui est de sa main, me retire un certain droit à l'abstraction de la notation et de l'écriture. Par conséquent, même dans le poème battu qu'on a entendu tout à l'heure, mais c'est pas seulement ça, la métamorphose, le travail que j'ai fait avec Jean-Luc sur les claviers, eh bien, les sons, d'abord, les sons, la manière dont je fais, ces sons, s'ils disparaissent, s'ils ne sont plus mémorisés, s'ils ne sont plus déchiffrables, si je transmets une partition écrite et notation, ma langue n'est pas suffisamment abstraite, elle n'est pas suffisamment syntaxique pour se passer d'une identité irréversible qui est le son, qui ne sera plus authentique quand je ne serai plus là. Par conséquent, j'accepte l'idée de ne plus être là et que je ne transmets rien. Dans ce que je joue sur un texte et ce qu'on a interprété à 3 hier, nous avions tout de même un texte qui nous réunissait. Alors, soit on n'est pas du tout d'accord et on avait envie de se bagarrer en disant c'est une honte. C'était horrible ce que Lévinas a fait. Il a osé mettre Bach peu importe. Enfin, c'est pas un problème de personne. Non, oui, j'ai pas dit ou bien, ça. Non, c'est pas ça. Non. Mais ou non, c'est pas la question. C'est la question du texte et de la transmission. Voilà. Et bon, en plus, Bruno se pose sûrement ce type de questions aussi, et Jean-Luc. Et Jean-Luc parlera sans doute de la manière dont un clavier peut déclencher autre chose que des notes tempérées, et avec la virtuosité en plus. Mais tout de même, voilà, c'est la question. Alors, est-ce que véritablement, oui ou non, y a-t-il eu un âge d'une langue transmissible ? Et c'est la question. Oui, si vous permettez, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment une préoccupation sur le solfège qui est intéressant. Oui, sur le solfège, c'est-à-dire comme système constitué qui fait un sens particulier. On peut appeler ça le solfège. Et le solfège, c'est-à-dire un système de notation qui fonctionne et qui s'est transmis et qui finalement a tenu le coup, a très bien tenu le coup. Pour les hiéroglyphes, on peut se passer du soir de la modernité. Non, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est que vous avez appartenu à une génération qui a mis le solfège en danger, qui a vraiment fait l'apologie du son, ou un travail sur le son comme lui-même, c'est-à-dire sur l'inascriptible, ou ce qui déborde de l'inscription, ce qui déborde de l'écriture. Et aujourd'hui, vous vous posez la question du solfège, et en même temps celle du clavier. Et vous disiez que le clavier, d'une certaine manière, est presque une idéologie, formule énigmatique, mais quelle est l'idéologie du clavier ? C'est le solfège, d'une certaine manière. Le clavier contient en lui-même le solfège, c'est-à-dire le degré chromatique, essentiellement le degré chromatique, mais le clavier est presque une visualisation de ce que c'est le solfège. Donc il y a vraiment une question qui vous tourmente, qui concerne la transmission, le solfège, le clavier, ce qui est inscriptible. Est-ce que moi, je peux peut-être vous dire, j'ai pas tellement envie en fait de vous parler du clavier qui peut produire toutes sortes de sons extraordinaires. Bien sûr, il suffit d'engrammer dans le disque dur des sons de bouteilles de lait qui se cassent, de chats qui miaulent, et de coups de tonnerre, et toutes choses marrantes qu'on fait dans la musique pop, et que j'ai beaucoup fait, parce que j'aime chipoter, mais alors du coup, évidemment, on joue du clavier, et ça produit un arsenal de percussions qui semble venir des quatre coins de la planète. C'est amusant, mais ce qui m'intéresse plutôt, pour dire
moi, je suis venu plutôt avec une plainte au sujet du clavier et un espoir du clavier électrique, et un espoir vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire à nous deux, de cette promesse qu'on travaille à deux, vraiment avec des claviers électriques à l'IRCAM, c'est que le synthétiseur un jour puisse advenir à la dignité d'un instrument et au statut d'un instrument. Moi, il me semble que pour l'instant, c'est quand même une remarque importante à faire, c'est qu'un synthétiseur est à peu près le seul instrument qui n'a rien de vibrant, enfin qui n'est pas encore vibrant. Même la guitare électrique, c'est quand même encore des cordes qui entrent en vibration microscopiquement, mais qui entrent en vibration sur les microphones de contact, et il y a quand même encore un corps vibratoire. Ici, quand on joue du synthétiseur, c'est un haut-parleur qui vibre à travers un câble MIDI, un disque dur. Donc il n'y a pas vraiment de mise en contact direct de la vibration à travers les doigts. Et puis surtout, il y a quelque chose de l'ordre de ce que tous les techniciens appellent trigger, trig en anglais, déclencher. Quand on joue du synthétiseur, on déclenche une information qui ouvre un fichier son, quoi, en gros. Et donc moi ça m'intéresse de déclencher. Si ça peut dépanner, je suis toujours prêt à dépanner. Mais en soi, c'est pas encore jouer d'un instrument. Et cette problématique-là, on l'a eu dans votre opéra, avec une bonne et une mauvaise expérience, je trouvais. De toute façon, j'adorais l'opéra. Ce n'était qu'une bonne expérience. Mais il y avait quelque chose de difficile quand je devais jouer ces sons flûtés au synthétiseur. À chaque touche du synthétiseur correspondait une hauteur exacte par rapport au solfège, d'un son de flûte, mais exagérément soufflé, qui servait à doubler la flûte acoustique et donc à la rendre un peu spectrale, comme ça, dans le sens d'un son de spectre. Et soudain, je me rends compte que je n'ai aucun contrôle sur ce son. Donc vraiment, je déclenche des petits fichiers son. Et donc, je demande à l'ingénieur du son, enfin au technicien, au réalisateur en informatique musicale, on dit aujourd'hui, de l'IRCAM, qui a fait un travail formidable par ailleurs et que je n'accable en rien. Je lui demande, mais je pourrais pas avoir peut-être une pédale de volume, simplement qu'avec le pied, je puisse avoir un contrôle quand même sur l'attaque et l'extinction du son, donc sur la sculpture du son. Il me dit, oui, ça doit être possible, mais pourquoi tu m'en as pas mis, lui demandai-je. Il me répond que d'habitude, ça angoisse les pianistes de devoir faire du synthé. Voilà, ils sont d'accord de déclencher, mais ne veulent pas s'en saisir et se l'approprier comme instrument. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un gâchis. Si on avait travaillé beaucoup plus tôt, on aurait pu non pas seulement mettre une pédale, mais 2, 3 peut-être, et de faire des alternances de pédales, d'autres contrôleurs, des molettes, des choses qu'on peut faire à la bouche, pour que j'ai un instrument expressif. Voilà. Et puis par ailleurs, il y avait un autre passage fort intéressant où vous aviez mis, alors d'une façon assez sauvage, comme on faisait du sampling dans les années 80, le son d'une cymbale qui tombe par terre, donc il fait un son très complexe, un son tournant. Ça commence par un choc qui est quand même tonalisable, auquel on peut attribuer une hauteur, et puis après la tonalité se perd, ça tournoie, etc. Qui était assigné à tout le clavier, ce qui fait que si on jouait un accord staccato, on entendait un accord majeur, par exemple, on entendait ce qu'on jouait. Si on tenait le son, ça devenait un chaos métamorphosé. Et à ce moment-là, il y avait une chose intéressante, c'est qu'il fallait jouer une espèce de bariolage d'accords que vous m'aviez préparé pour le clavier, que vous aviez vous-même, je crois, conçu dans ce moment essentiel au clavier, que j'ose appeler le chipotage, c'est-à-dire c'est le moment où on s'approprie l'instrument sans savoir où on va, puis qui après s'élève à la dignité de l'improvisation et puis de la composition. Vous m'aviez préparé ce truc avec des bariolages typiquement baroques, c'est-à-dire des endroits où on peut quand même un tout petit peu appuyer le changement d'accord, et en appuyant le changement d'accord, en appuyant la basse, par exemple, le son très légèrement allait vers son contenu chaotique. C'est-à-dire l'attaque tonalisée du son commençait à devenir du bruit, et ce léger devenir bruit colorait l'accord. Voilà. Et c'est là que je me suis dit cette chose fondamentale que j'oublierai pas. Pour qu'il y ait interprétation possible, il faut qu'il y ait laideur possible. Ça, les pianistes, on connaît bien ça. Dès le conservatoire, on nous met en garde contre le vilain son, le son dur, le son sale. Et c'est parce qu'il y a danger de son dur, de son sale, de casser une corde, etc., que nous avons cette tension musicale qui n'est pas seulement la tension à l'intérieur de l'œuvre écrite, qui est aussi la tension dans la sculpture du son, dans la confection du son. Il ne faut pas se planter, il ne faut pas que ça soit laid. Et c'est parce qu'il ne faut pas que ça soit laid, parce que c'est possible que ça soit laid, qu'on trouve la tension du juste timbre. Et ça n'existe pas encore au synthé. Voilà. Et pour terminer là-dessus, parce que je deviens bavard, mais sur la question de la transmission, ce qui est typique quand je vous disais déclencher, c'est quoi déclencher? C'est déclencher des fichiers binaires. Alors ne vous inquiétez pas pour la pérennité et pour l'héritage. Les fichiers binaires sont infiniment reproductibles. On peut même dire que le binaire, c'est
l'intégralement transmissible. Quand je joue du synthé en me faisant chier, c'est vraiment, je joue de l'intégralement transmissible, quelque chose où je ne peux pas me tromper, quelque chose où je ne peux pas faire mal, où je ne peux pas faire laid, et donc où je ne peux pas choisir ma propre stratégie de jeu, et c'est justement ça qui ne marche pas. C'est justement ça qui ne marche pas. C'est dès l'instant où il y a... par exemple, en passant par le plan d'abstraction du solfège et l'apprentissage d'un instrument dont on ne connaîtra jamais exactement les limites, c'est donc dans la mesure où il y a un peu d'intransmissible, quelque chose qui ne passe pas tout à fait, que paradoxalement, il y a réappropriation à la génération suivante et transmissibilité quand même. C'est ça, à mon avis, qui s'appelle pour vous le solfège et qui recouvre un peu le clavier. C'est cette problématique-là. Et voilà, et moi donc je vous en parle un peu par l'absurde, je vous en parle par la négative, à travers l'expérience désagréable d'être un déclencheur plutôt qu'un musicien, expérience contre laquelle je lutte, parce que j'aime le clavier aussi, j'aime le synthé. Voilà, je peux vous apporter ce témoignage-là. Que transmission il y a quand elle n'est pas toute, quand elle est légèrement en retrait de sa plénitude. Vraiment, ces questions de la limite ou de la non-limite du signe, j'aimerais bien que Bruno, qui interprète et compositeur, en parle, parce que moi j'en parle comme quelqu'un de ma génération, avec toutes les complexes de ma génération, voilà. Et d'autre part, même avant que Bruno s'en exprime, je dirais tout de même que je ne reparle pas de la métamorphose particulièrement, mais c'est que dans la manière, en ce que moi je compose avec un clavier, oui. Bon, c'est souvent c'est physique. Oui. Par exemple, c'est la technique listienne, c'est mes habitudes de relation entre les noirs et les blanches, souvent qui m'amènent, je dis franchement, enfin j'espère à une idée. Parfois, l'idée, elle vient d'un mouvement. Elle vient vraiment d'un mouvement. Je ne déclenche pas. En tout cas, un rapport entre le mouvement et l'oreille, quoi. Ah oui, mais enfin, c'est l'oreille, tout interprété comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, mais enfin, c'est mes questions à moi, mais quelqu'un de la génération de Bruno a peut-être vu les choses complètement différemment. Et après, j'aimerais bien aussi que Maxime s'explique là-dessus, parce qu'il connaît bien. Mais j'aimerais bien, Bruno, toutes les œuvres que tu as faites, comment c'est vécu? En plus, ta notation, elle est tout de même, elle est transmissible. Les étudiants, parfois, peuvent même carrément calquer certains modes de transmission écrite de ta musique. Tu le sais bien. Il fait allusion à un jury qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps, où il y avait ma 43e symphonie, sauf que j'avais écrite moi-même. C'est pour ça que... Non, mais je vais revenir juste sur un tout petit point pour aller dans le sens, après, pour répondre à ta question. Tu as insisté sur une chose tout à l'heure, enfin tu n'as pas trop insisté, mais qui me paraît intéressante, sur la différence finalement entre tous ces claviers qu'on parle du clavecin, du piano forte et du piano. Tu as parlé de la notion de résonance, qui est en fait une de tes obsessions. Et la pièce, piano espace, c'est exactement ça finalement, c'est ce travail sur la résonance. La voix. Et cette notion de résonance, qui est une de tes grandes obsessions, elle est aussi... Je vais prendre un peu la métaphore de ce que disait Jean-Luc sur quand on peut faire du lait, c'est on est un véritable interprète. On a aussi très peur de la sécheresse aujourd'hui. Je ne parle pas de la canicule en 2003. Je parle évidemment du fait qu'il n'y a rien de pire quand on fait un concert que de voir une salle sèche, parce qu'on n'est plus habitué à ça. Il n'y a rien de pire que d'avoir un instrument trop sec dans une salle sèche. Alors ici, on est à l'abri, évidemment, enfin la salle du dessous. Et finalement, on se rend compte qu'on a une oreille qui est tellement déformée par l'enregistrement, par le confort du disque, vous savez, le disque, on est à la fois, si on écoute ça avec un casque, on est dans la proximité du son et on est dans l'espace d'une salle de concert idéale. Bon, ça n'arrive jamais. Il y a guère qu'un chef d'orchestre, par exemple à la Hallogrin, où on est au centre de la scène, ou au centre de la salle, et quand on dirige, on a à la fois la réflexion du son et la proximité de l'orchestre. Il n'y a que cette position-là qui est idéale. Et finalement, cette déformation de l'écoute qui est la nôtre aujourd'hui, elle influe inévitablement sur notre façon d'écrire, parce qu'on est tous confrontés un jour ou l'autre à une salle sèche, et je pense que moi c'est une chose à laquelle je suis assez attentif. Quand je compose, j'essaie déjà, en fait finalement inconsciemment, et pas tout à fait inconsciemment d'ailleurs, d'avoir une forme de réverbération, de quelque chose qui prévient la salle sèche. Une fois, je demandais à Boulez, qui a l'habitude de diriger les mêmes œuvres depuis longtemps, souvent avec le même tempo, avec les mêmes intentions. Je lui disais, bon, mais comment vous faites là sur une salle trop sèche? Il me disait, le pire quand on est dans une salle sèche, c'est de vouloir alourdir
pour donner l'illusion d'une réverbération. On me dit, dans ce cas-là, il faut être le plus sec possible, le plus précis possible, parce que finalement, on arrive un tout petit peu à faire résonner la salle dans ces conditions-là. Quand la partition, et je prends certaines œuvres de Stravinsky, Agone par exemple, qui est une pièce sans aucune doublure ou résonance, où là on ne peut pas faire grand-chose d'autre, on ne peut pas tricher, on est obligé justement d'assumer le côté sec. Mais nous, dans l'écriture, avec notre oreille formée aussi par l'enregistrement ou par la pratique du piano en ce qui te concerne, moi beaucoup plus modestement que toi évidemment, je pense on transmet des partitions qui intègrent cette donnée sonore et qui font que finalement... Je comprends très bien à la fois qu'Alain te dise le piano moderne est pour moi incompatible avec la musique de Bach. Je comprends Pierre qui joue de cet instrument, du clavecin, et mais qui sûrement ne l'enregistre pas qu'il enregistre toujours forcément avec un peu de réverbération. Après tout, les salles de l'époque étaient souvent un peu plus réverbérantes que les salles de concert traditionnelles, et que toi finalement, sur un piano moderne, tu as une forme d'honnêteté ou d'authenticité personnelle vis-à-vis de Bach, qui font que finalement aucun de vous trois n'est ou un traître ou quelqu'un de finalement de. J'essaie d'apaiser, je veux la paix dans les ménages et sur les scènes, c'est toujours agréable. Mais donc quand tu parles de la transmissibilité du signe, je crois qu'il y a aussi un problème aussi d'abord de génération, mais je dirais même de lieu avec d'instrumentistes. C'est-à-dire quand on travaille avec un quatuor qui a étudié au Conservatoire de Paris, un qui a travaillé à Musikhochschule de Berlin et qui finalement ont peut-être des traditions d'interprétation un petit peu différentes, on est obligé aussi d'adapter le signe à ça. Et en même temps, les musiciens le font très, je dirais, presque automatiquement. Un Allemand qui va jouer Debussy va jouer français. Donc, s'il a une musique contemporaine française, il va peut-être avoir par priori envie de jouer français. Après, jouer français, je vous laisse définir parce que je n'ai pas envie du tout de rentrer là-dedans. Mais si ça vous amuse, vous pouvez le faire. Mais on vit dans un bain qui est tellement international maintenant, où les œuvres circulent tellement. Et Jean-Luc, toi, tu es pile dans le pays qui est sûrement au carrefour de tout ça. Et c'est ce qui est très étonnant d'ailleurs avec Ictus, pour avoir travaillé avec ton ensemble, c'est qu'on est vraiment entre plusieurs traditions et du coup dans une espèce de synthèse de tradition qui fait, je pense, l'identité d'ailleurs d'Ictus, parce qu'une synthèse, c'est pas une perte d'identité, bien au contraire. Et je pense que cette transmissibilité, elle est aussi liée à nos interprètes habituels, je dirais. Pour avoir eu notamment dans mes années qui ont suivi le Conservatoire de Paris, quelques personnes qui incarnaient un instrument au hasard, Vincent David ou Claude Delangue pour le saxophone, ou Philippe Béraud pour la clarinette. Je me suis rendu compte qu'à un moment, quand j'écrivais pour clarinette, j'écrivais pour Philippe Béraud, même si ce n'était pas lui qui devait jouer. Et que je demandais à l'interprète qui allait créer de jouer comme Philippe Béraud, ou au saxophoniste qui allait jouer, de jouer comme Vincent David, ou au pianiste qui allait jouer, de jouer comme Hideki Nagano. Et c'est vrai qu'on a cette familiarité aussi, cet aller-retour avec les interprètes, fait que dans notre propre formulation de la pensée, on est finalement beaucoup plus influencé par les interprètes qui sont des interprètes habituels que par une forme d'absolu. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ou par même, alors là, c'est complètement schizophrène et un peu pervers, ou par soi-même se projetant comme interprète de sa propre musique. Et dans ce cas-là, je sais que quand... Bon, il m'est arrivé de diriger des œuvres qui avaient été créées par d'autres. Je parle de ma propre musique. Il est arrivé aussi de savoir que j'allais créer moi-même la pièce. Et... bizarrement, je m'imagine beaucoup plus en train de diriger, par exemple, si je sais que je dois faire la première que si je ne dois pas la faire. Mais quelque chose avec peut-être j'ai pas bien compris, ou tu vas répondre, ou j'ai pas bien compris la réponse. Je me posais la question par rapport à la différence de génération. Là, il y a au moins 3 générations là, peut-être même 4. Hein, voilà. Mais as-tu rencontré, parce que c'est même là-dessus qu'est venue aussi mon idée, je dirais quelques mots sur les questions que je me pose pour ce que pourrait devenir notre culture autour de cette question, de ces programmes. Mais as-tu rencontré cette inadaptation du signe? Alors, je ne parle pas de l'éternité, de la transmission de l'œuvre dans l'absolu. Ça, je ne sais pas, ces choses-là. Mais que le signe Moi, je l'ai rencontré tout le temps. Ah mais c'est très très fréquent. Mais et je dirais la situation la pire, c'est celle où on a un ensemble, enfin de plusieurs musiciens, où les gens jouent parfaitement les notes, parfaitement le rythme, parfaitement les hauteurs, etc. Et où on est complètement à côté de la plaque parce que les choses sont pas en résonance les unes avec les autres, ou sur le plan du contrepoint, ou sur le plan de la continuité, ou sur le plan de la mélodie de timbre. Et souvent c'est très compliqué à formuler. Je donne un exemple idiot, mais si on a un orchestre et on a un accord qu'on veut faire sonner de façon homogène, mais avec des instruments hétérogènes. Prenons, je sais pas, un cuivre, un bois, une flûte, une trompette, un violon et un marimba.
Alors, qu'est-ce qu'on écrit comme nuance? On écrit des nuances qui compensent. Alors, je ne sais pas, là, on va écrire la trompette double piano alors qu'on va écrire la flûte piano, et on est sûr que ça sera à peu près la même dynamique. Sauf que le chef peut très bien dire « Ah oui, mais là, c'est piano, donc je veux que ça sonne plus. » Ou alors, est-ce qu'on écrit une nuance globale, c'est-à-dire ça doit être pianissimo, et à l'intérieur de ça, vous vous débrouillez pour faire la balance. Ça, c'est quotidiennement un problème qu'on se pose, une question qu'on se pose. Alors, on peut mettre une petite note en bas de page, l'accord doit sonner de façon homogène. Alors là, on a l'impression vraiment de se substituer au chef. C'est l'interprétation au sens fort. Et là, on peut avoir des choix qui, finalement, comme moi, j'aime pas trop surcharger les bas de page, il y a des moments où on prend une option et puis on fait confiance. Et là, on peut avoir une forme de, entre guillemets, trahison qui est une trahison totalement involontaire parce que le chef dira, mais moi, j'applique ce qui est marqué dans le texte. Là, tu as mis telle dynamique et telle autre. Donc, moi, j'ai compris que c'était une différence alors que, finalement, toi, tu voulais quelque chose d'homogène et tu compensais. C'est, par exemple, moi, j'ai pas mal dirigé la musique du Duc Dufour ces derniers temps, qui est absolument un roi de l'orchestration. Mais c'est finalement, je passe beaucoup... Hugues, oui. Et je passe finalement beaucoup de temps notamment avec l'intercontemporain avec qui j'ai fait une pièce l'an dernier, à dire, bon, voilà, on essaie d'avoir quelque chose qui, malgré les registres différents, malgré les types d'attaques différents, malgré les instruments différents, doit sonner homogène. Donc, finalement, je passe mon temps à dire, faisons cet accord, on le tient, on file un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, jusqu'à ce que, ou l'accord sonne homogène, ou ultime trahison que je peux avoir en tant qu'interprète, ou jusqu'à ce qu'on mette en valeur quelque chose qui peut-être pas dans la partition, mais qui, moi, me plaît, et après tout, j'ai bien le droit. Je voudrais juste... bon, moi, j'ai eu l'expérience de faire partie de l'ensemble intercontemporain au début de la création, pendant 5 ans. Et bon, j'ai donc travaillé avec Ligeti, Berriot, Boulez, Stockhausen. Et moi qui suis d'une génération après-guerre où nous avons été élevés dans le respect absolu du texte, hein, c'est-à-dire des nuances écrites par le compositeur, j'ai été très surpris de voir que selon les circonstances acoustiques, les compositeurs écrivaient un piano, ils disaient mais je vous entends pas, alors mettez un forté. Donc c'était tout à fait contradictoire, mais en même temps ça m'a permis d'avoir une expérience qui m'a servi pour justement revenir aux partitions du passé et les prendre peut-être avec moins d'authenticité ou peut-être de ne pas prendre les nuances exactement à la lettre, comme en somme, bon, j'avais été élevé dans cette... Vous verrez bientôt, vous aurez Bach au piano. Ça, j'en doute beaucoup. Bon, je voudrais, avant qu'on laisse éventuellement quelques questions qui pourraient être posées par la salle, poser une question comme ça, bon, elle peut être horriblement plate, ou aussi horriblement, je dirais, peut-être une question dont la place serait plus qu'au Bernardin dans une émission de radio ou de télévision. Mais tout de même, je dirais rapidement, tout de même, c'est vrai que dans ces noirs et ces blanches, ces touches du clavier, de ce que j'appelle l'éternel clavier, peut-être c'est ma culture, c'est mon passé, c'est mes limites. Je n'arrive pas à ne pas voir des traces, des altérations, des échelles qui peuvent avoir eu des implications. Alors dans le mouvement physique du jeu, c'est-à-dire par exemple si j'ai une appoggiature dans Bach notamment, malgré tout il y a un retard généralement. Enfin, j'ai interdit les appoggiatures, mais enfin il peut y avoir des appoggiatures tout de même. Mais disons des ornementations avec des tensions qui font qu'il y a un mouvement. Et pour un claviériste, comme dans la métamorphose, dans autre chose, ce mouvement, il a des incidences expressives qui ne sont pas le solfège et qui sont les systèmes, ou à moins que le solfège, c'est le signe, c'est ça. Bon, ça, ces éléments-là. Puis aussi, je me souviens par rapport à ces questions du son, tout de même que par exemple dans certaines phrases de Bach, il est même pour un claveciniste, si je crois bien, parfois, on peut parfois tenir certaines notes qui ne sont pas notées, tenues, parce qu'elles ont des incidences sur les phénomènes de continuo pour créer ces fameuses résonances un petit peu du clavier. Bon. Mais alors, maintenant, j'ai une question parce que j'ai marqué, il y a eu une espèce de slogan, une phrase à un moment donné sur un des tracks de ces... On a joué ici du Bach et du Beethoven. Du Bach et du Beethoven, et Bach et du Beethoven dans la culture du 20e, du 19e. Le mot, pardonnez-moi, on disait, c'est une banalité, c'est Bulot qui l'a dit, donc je peux m'abriter derrière, on parlait de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on a parlé tout de même d'œuvres qui seront les fondements de notre culture et qui sont des livres, quelque chose qui se transmettent.
Puis nous abordons... Oui, mais Bach, la musique n'a pas commencé avec Bach, contrairement à ce que nous a mis dans la tête toujours. En tout cas, les gens de ma génération. Et elle n'a peut-être pas terminé non plus avec la notation. Et c'est la question tout de même que je voulais poser, et qui est en même temps une question... Il y a le balcon, il y a Bruno, je pense, il y a... Enfin, des jeunes générations ici. La question du genre, c'est-à-dire vraiment la notion de musique contemporaine, dans la mesure où ça serait la musique de l'écrit, et aussi la musique, la notion d'avant-garde, c'est-à-dire quelque chose, j'ai employé le mot inactuel tout à l'heure volontairement pour ne pas utiliser le mot avant-garde, ou le mot attendre, quelque chose effectivement qui anticiperait après. Et tout de même, c'est un problème de genre qui se pose, de genre et aussi d'engagement personnel de chacun par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, sûrement, je ne sais pas, personnellement, je suis vraiment pas de la même génération que Bruno, et j'ai renoncé à cette question de la transmission, même si j'écris. Je ne sais pas quelle est ton impression par rapport à ces questions du genre, et également vous tous, et notamment, ça je pense qu'il faudrait même en dire un mot, parce que c'est volontairement que, bon, en posant le problème de l'écriture, c'était Bach et Beethoven, pas eux, ça peut être Chopin, ça peut être Stravinsky, ça peut être Ravel, ça peut être Boulez. Mais je comprends pas que tu dises que tu as renoncé à la transmission. Enfin, Non, je veux dire... Tu transmets à tes interprètes, et puis quelque part, une fois que tu auras transmis, c'est à eux d'assurer le service après-vente. Moi, j'ai une question. Vous êtes compositeur. Je ne suis pas venu m'étendre. Je veux dire par là que l'idée, ce que j'écris, en tout cas, est quelque chose auquel je crois, pour moi, en tout cas, et que je transmets à des interprètes. Mais par contre, je peux imaginer la disparition de l'œuvre dans la mesure où, pour X raisons, pas seulement une question d'importance, son but ne serait pas cette transmission qui est cet acte, par exemple, comme disait même Mahler, j'écris pour plus tard. Voilà, c'est une notion très 20e. Voilà, donc je vous laisse parler un peu librement de ça. Je ne vais pas guider les interventions là-dessus. On peut ne pas avoir envie de s'exprimer. Quelle est votre question ? Si la transmission est en danger, d'une certaine manière. Non, ça, je pense qu'elle l'est. Je pense, est-ce que la notion d'œuvre est quelque chose qui est l'élément du fondement musical. Voilà. Alors, moi, j'avais une question. Vous êtes compositeur. Et j'évoque là-dessus la présence de Romitelli, qui avait vraiment une relation entre la techno et la musique actuelle et la musique contemporaine extrêmement tout de même ouverte. Voilà, je vous laisse parler. Ma question, c'est, vous accouchez d'une œuvre. Une fois que vous avez accouché de l'œuvre, est-ce qu'elle vous appartient encore après ? Je t'ai déjà un peu répondu, en fait, mais malheureusement non. Malheureusement parce qu'il y a des œuvres que moi je me verrais bien disparaître et qui sont malheureusement rentrées au répertoire de certains instruments et non, mais ce que je veux dire, c'est que la musique est aussi une chose. C'est Bartók qui disait ça, que la musique est en perpétuelle évolution, et c'est évident que, en somme, les sentiments ou la conception que vous avez pu avoir d'une œuvre, ou tout compositeur, après, elle évolue. Il y a quand même, c'est un rapport aussi à l'écriture. Alors peut-être à cause des interprètes, malgré les interprètes. Non, il y a ça, et puis il y a autre chose dans la question de Michael, qui est, je pense qu'il y a deux attitudes de la part des compositeurs. Il y a soit peut-être de poursuivre une forme de transmission, et qui serait, j'écris des œuvres à 25 ans, j'y retourne à 30 ans, à 35 ans, je les recorrige, à 55 ans, j'en parle pas. Même pas parce que j'estime qu'en les réactualisant par rapport à mes progrès, je peux leur donner une forme de pérennité ou de transmission. Et puis, il y a une attitude, et moi je suis plutôt du deuxième, c'est un rapport intime, il n'y a pas de jugement derrière ça, qui est, je corrige une œuvre, s'il y a des problèmes, je les résous dans l'œuvre d'après, qui elle-même posera des problèmes que je résoudrai comme ça. Donc finalement, avec un petit peu plus de légèreté, et je veux bien prendre ta phrase sur le renoncement à la transmission, parce que c'est une façon de te répondre que de dire, si j'étais en permanence dans la correction de... D'ailleurs, je ne suis pas très capable de le faire, je dois dire, parce que une fois que l'objet est fini, quand j'y reviens dessus et que j'essaie de le recoloniser, ça m'est arrivé une fois ou deux,
ce que je modifie a finalement des implications sur autre chose, et finalement ça devient une œuvre différente qui elle-même pose ses propres problèmes. Donc moi c'est ma façon de te répondre. Non, je n'ai pas cette prétention-là de toute façon, dans la mesure où déjà je n'ai pas ce rapport-là à l'écriture d'une espèce de pérennité assurée. Oui, moi ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, quelque chose, évidemment, échappe au solfège, beaucoup plus violemment qu'avant. On a dans les pattes, en Occident, à peu près 1000 années, près de 1000 années du solfège d'Arezzo, quelque chose qui fonctionne. C'est Arezzo, absolument. Et qu'est-ce qui échappe à ce solfège? C'est les bruits, l'art des bruits, la voix parlée et l'électronique. Alors, quand aujourd'hui on a des œuvres qui à plein régime utilisent la voix parlée, les bruits, l'électronique, et il y en a de plus en plus, il y a quelque chose qui fait vraiment exploser le solfège, qui donne l'impression que le solfège est mort, et donc ça donne une angoisse quant à la transmissibilité des choses. Par ailleurs, ce week-end, j'étais dans un week-end autour du théâtre de Tchekhov, puis Convalin était là, parlait beaucoup de la question d'une certaine défaite du texte au théâtre. Des auteurs utilisent beaucoup moins le texte, et même des choses extraordinaires se passent. Des théâtres presque uniquement composés d'images et de mouvements se mettent en place, que d'autres metteurs en scène après se réapproprient. Elle disait, se réapproprient la partition. Alors c'était intéressant parce qu'il y a une espèce de mise en danger du texte, une panique, les choses arrêtent de s'écrire, nous sommes en danger des écritures, et puis tout d'un coup le mot partition arrive sur la table, et là où une couche d'écriture disparaît, une nouvelle apparaît, et c'est le mot musical de partition qui est choisi. Et bon, il me semble, oui, c'est certainement vrai que le solfège va passer un mauvais quart d'heure maintenant. Je pense qu'on est à l'aube d'un très mauvais quart d'heure pour la musique écrite selon le solfège, et que d'autres formes de partition vont émerger, dont on ne connaît pas encore la forme. Je propose de ne pas être trop inquiet. Je ne suis pas inquiet, je pose la question. Maxime, qui fonde un ensemble... Mais moi, en fait, je suis très troublé par votre inquiétude sur la transmission. Il n'est pas inquiet, on te dit. C'est pas moi Alors, qui suis moi, je me sens très inquiet. C'est pas moi qui suis l'objet de la Mais en fait, c'est très drôle de... Enfin, on parle de beaucoup de choses, là. Et c'est très drôle d'entendre... Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. Notamment, vous citiez Bartók en parlant d'évolution. On parle d'évolution, de transmission. Le mot héritage a été évoqué. On est vraiment aussi dans le... Ça sonne un peu comme de la génétique, ça. Et Bartók parlait de l'enregistrement. C'est au sujet des disques que lui a fait. Mais oui, et il disait que c'était un moment donné, mais que sa musique était en perpétuelle évolution. Oui, c'est ça. Donc, on ne pouvait pas être... En somme, il ne voulait pas qu'elle soit figée par son interprétation sur un disque. Voilà. Est-ce que voilà, c'est exactement ce dont on parle, quoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on jouera Bach dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? Est-ce qu'on le jouera? Est-ce qu'on le jouera pas? Voilà. Je parlais de génétique à l'instant. Moi, je vois un peu ça comme ça. Je me pose pas trop la question de fixer un peu les termes de l'œuvre, la partition, le compositeur, l'interprète. Bon, moi je suis... voilà, il y a, comme je vous dis, bon, là j'ai joué le piano espace ce soir. Pour moi, c'est génétique, c'est-à-dire la transmission, elle est là. Il y a le chromosome Lévinas, le chromosome Maxime Pascal. Paf, ça fait voilà. C'est pas une addition, ça fait pas 1 + 1, ça fait quelque chose de nouveau. Et sauf que dans le chromosome Lévinas, il y a le chromosome Debussy, le chromosome je sais pas quoi. Il y a 1 milliard de, enfin voilà, et ça se transmet et ça évolue et c'est gigantesque. Du coup, nous on parle de choses qui sont tellement précises et tellement infimes dans tout ce que ça peut être. Pardon, ça peut paraître un peu naïf ce que je dis, mais on parle de partition, de notation, pour moi ça me dépasse un peu et je me pose pas trop la question aussi pour ça. Et la transmission, elle a lieu quoi qu'il arrive. La question de la notation, ça c'est sûr que c'est une question qui se pose, mais enfin, ce que disait M. Mantovani tout à l'heure est très très intéressant quand vous parlez de la projection que vous aviez avec certains de vos interprètes. On parle voilà, vous disiez j'écris pour cette personne. On est quand même très loin du papier, du concept d'œuvre. On est dans quelque chose d'humain, de beaucoup plus puissant que ça quand même. On est en 2011, au cœur d'une évolution artistique. Mozart on parle des interprètes aussi. Oui, mais bien sûr, c'est ça a toujours été. Mais on est au cœur. Nous, on est au milieu. Vous parliez d'un solfège qui a 1000 ans. Moi, je pense qu'on est surtout à l'échelle humaine, juste à un point précis. Je sais pas. Peut-être c'est naïf ce que je dis, mais pour moi, c'est beaucoup plus puissant et peut-être simple aussi que ça, je sais pas. Peut-être, voilà. Peut-être que la jeune génération est beaucoup plus
décomplexé que nous, finalement, par rapport à ça. Je propose, nous arrivons pratiquement à la fin de cette rencontre, mais dans la salle, d'abord, il y a beaucoup de personnes éminentes qui ont peut-être soit quelque chose à dire, soit quelque chose à demander ou à corriger. Et je vois que Daniel veut prendre le micro. Voilà, ça, poursuivre un dialogue quotidien. Peut-être pas avec toi ce soir. D'abord pour remercier pour ce débat qui est passionnant. Moi, je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Je voudrais revenir un peu sur ce que Pierre Antaille a pu dire et toi, Alain, sur une question qui affecte l'évolution de la facture instrumentale. Je crois qu'il y a vraiment des domaines dans l'histoire de la pensée et de la recherche où quand on se rapproche d'une vérité historique, Pierre, vous disiez qu'on s'était vraiment trop éloigné. Alors c'est vrai qu'il y a les abus du piano romantique par rapport à l'interprétation des œuvres de Bach, mais vous avez utilisé cette formule, on s'était vraiment trop éloigné de la vérité et on ne savait plus du tout. Alors c'est une chose acquise dans le domaine des sciences, en archéologie, en philologie, quand on trouve une vérité vraiment, c'est-à-dire dont on a la certitude qu'historiquement elle est juste, ça discrédite complètement tout ce qui s'est fait auparavant. Pas forcément. Très souvent. C'est-à-dire si on a la certitude qu'une œuvre s'est jouée de telle manière, dans telle circonstance, à telle époque, et même le compositeur était là, ou c'est lui qui a dirigé l'œuvre, ça ne veut pas dire qu'il faut la faire exactement pareil, avec la même instrumentation, les mêmes conditions, parce que lui-même aurait fait autre chose. Non, mais je parle du fait que quand une vérité historique a été révélée d'une certaine manière, ce qui précède peut passer pour quelque chose de faux ou d'une erreur. Ce qui me frappe, je caricature un peu, ce qui me frappe tout de même, c'est que, et étant musicologue, je ne peux qu'adhérer à ce grand mouvement de musicologie par rapport notamment à l'interprétation des œuvres de Bach, mais je suis très frappée par le fait, et ce n'est pas une question d'audimat, de vente ou uniquement de charisme des interprètes, c'est le fait que beaucoup, je ne les citerai pas ici, on pourrait évidemment citer Gould, que ces grands interprètes, malgré tout, de l'œuvre de Bach au piano moderne, n'ont pas été discrédités par le grand mouvement non pas d'authenticité, je dirais presque de restauration d'un travail de recherche qui porte au fond beaucoup sur la question des tempi, sur la question de l'ornementation. Alors on a par exemple pour l'œuvre de Bach, on sait que Bach s'est empoigné, mais vraiment très fortement, on a la correspondance avec les facteurs d'instruments. C'est-à-dire que ce sont des compositeurs, c'est peut-être pour ça qu'on parle d'Ancien et de Nouveau Testament, ce sont des compositeurs pour qui le signe débordait largement le support. C'est-à-dire, et Bach, on ne peut pas ne pas penser quand même que Bach n'a pas joué que du clavecin. Il a joué de l'orgue. Donc il avait dans l'oreille un autre instrument. Le signe déborde le support, ça veut dire qu'ils sont quand même des visionnaires, ils ont une anticipation, et que quand on passe d'un instrument à l'autre, historiquement, la correspondance de Beethoven le montre magistralement. Il a connu, évidemment, les pianos forte. Beaucoup de ses sonates ont été écrites pour ça. Les clavecins. Mais il a connu les premiers pianos modernes. Et avec les facteurs d'instruments, il dit « Cherchez-moi des bois qui tiennent. Cherchez-moi. » Il entend autre chose que ce que lui permet il demande 4 cordes à Conrad Graf. Je ne peux pas imaginer que Bach n'ait pas été quand même un peu dans cette situation. D'autant que souvent... à l'époque de Bach, c'était des très grands improvisateurs. Oui, bien Il sûr, ne codait pas tout. Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui me réjouit parce que je l'entends trop rarement. C'est-à-dire que vraiment les compositeurs et les facteurs d'instruments, les gens qui font évoluer les instruments, puissent avoir un dialogue. Parce que c'était une chose tellement vivante il y a plusieurs siècles, justement, et qui maintenant est totalement délaissée parce que les instruments, de certaine manière, sont aboutis. Le piano est un instrument qui aboutit. Il n'est pas abouti. Oui, mais il n'y a pas de réelle... pour moi, c'est une antiquité. Il n'y a pas de réelle évolution. Non, attention, on ne va pas développer ça ce soir, mais même la texture piano d'aujourd'hui, pas revenir à mon propre travail, mais enfin, par exemple, moi, je travaille sur des superpositions de diapasons ou des superpositions d'échelles avec un piano, en utilisant des pianos forte d'ailleurs aussi. L'instrument, il est
comme tout instrument, et surtout dans notre culture occidentale très liée aux technologies, il est évolution dans son essence. Je veux dire, évolution dans son essence. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'impression, en même temps, que ce qu'on appelle la restauration de la vérité du XXe siècle est une exégèse de plus du texte et de l'écrit. Voilà. Et voilà, c'est une manière pour moi de voir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on ne se quitte? All the rest is silence. Bon, alors dans ce cas-là, je remercie de votre extrême indulgence et patience, et surtout, et je remercie tous ceux qui ont accepté aujourd'hui de venir, malgré leur grand travail, de loin et de près, pour ce moment de, je pense, être toi-même un moment de réflexion, au moins entre nous, à 6, mais à mon avis, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Merci beaucoup.